Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et je suis effectivement très heureux de revenir ici quelques années après mon périple wagnérien. Et puis pour travailler sur un autre grand mythe, effectivement, puisque donc, comme l'a dit Jacques Berchtold, Martin Bodmer a été fasciné par le texte de Goethe, le Faust de Goethe, et il l'a collectionné sous à peu près toutes ses formes. Et donc, sous nos pieds, ou presque, se trouvent pas moins de 600 volumes du Faust de Goethe. Voilà, le Faust de Goethe sous à peu près toutes ses formes. À peu près la moitié de ces 600 volumes sont en allemand, et l'autre moitié dans toutes les langues possibles et imaginables, et même quelques autres encore. Et parmi ces 300 et quelques volumes en langues étrangères, il y en a 83 qui sont des Faust français, donc des traductions ou des adaptations en langue française qui documentent la riche réception de ce texte en France. Alors, je ne vais évidemment pas faire un parcours de toutes ces traductions, ni vous asséner une série de textes et de dates. J'ai choisi, pour rendre le propos un petit peu intéressant déjà, de m'en tenir au XIXe siècle seulement, et puis de commenter de façon un peu plus détaillée les toutes premières traductions, jusqu'à 1828, jusqu'à celle de Nerval, et puis ensuite, dans la deuxième partie de mon exposé, d'avancer à un peu plus grandes enjambées, en croisant quelques enjeux qu'on trouve dans certaines traductions, et surtout dans les péritextes, les préfaces qui accompagnent les traductions et qui permettent de comprendre comment le texte a été reçu, comment il a été perçu, comment il a été transmis à un public à un moment donné, et comment aussi il s'inscrit dans cette succession de traductions, pourquoi refaire une traduction à tel moment. Toutes ces questions-là apparaissent dans cette succession, dans cette histoire que nous racontent les traductions successives. J'ai décidé donc de croiser cette histoire par la traduction avec une histoire un peu plus large de la réception de la matière faustienne, c'est-à-dire aussi les adaptations, et en particulier celle qui, dans le domaine français, est la plus massive en termes en tout cas d'ancrage dans la culture générale et populaire, et qui est celle qui aura le plus d'impact sur les générations suivantes, c'est le Faust de Gounod, qui est créé en 1859. Alors, pour commencer cette histoire, je vais peut-être avoir un petit regard rétrospectif. Si on se place à la fin du siècle qui nous intéresse, donc autour de 1900, il faut bien constater que pour le grand public, Faust est quelque chose un petit peu composé à moitié allemand, à moitié français. On se souvient bien sûr qu'il y a Goethe, qu'il y a un grand texte allemand au départ, mais le succès de l'opéra de Gounod fait que pour beaucoup, Faust est avant tout un opéra et avant tout l'histoire qui nous est racontée dans cet opéra. Je cite quelques éléments anecdotiques pour confirmer la chose. Dans une préface d'une traduction russe du tout début du XXe siècle, le traducteur précise que dans son pays, l'œuvre de Goethe est encore très mal connue, mais qu'en revanche, je le cite, tout homme qui sait lire et écrire connaît l'opéra de Gounod. Vous voyez qu'en Russie, en tout cas, Gounod supplante Goethe. Et puis, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur Faust, André Dabezy, cite le fait que dans les 18 premières années du 7e art, du cinéma, 18 films ont été consacrés à Faust. Donc un succès énorme pour Faust dans les toutes premières années du cinéma. Mais André Dabezy signale que sur ces 18 films, presque tous reprennent la fabulation de l'opéra de Gounod plutôt que de l'œuvre de Goethe. Donc il y a véritablement là un croisement entre les deux, même si pour les intellectuels, il est tout à fait clair qu'il y a là, disons, deux voies différentes et que si le Faust de Gounod l'emporte en termes de popularité et qu'il incarne l'efficacité d'un théâtre bourgeois où le divertissement prime, néanmoins, c'est tout de même chez Goethe qu'on trouve la matière philosophique, les réflexions métaphysiques et toute la pensée qui soutient ce mythe de Faust. Alors ce clivage est un peu consensuel, un peu attendu, l'allemand sérieux versus le français volage, on le trouve à ce stade, mais on le trouve déjà à la source de notre histoire, et je reviens du coup pour cela tout au début de la diachronie qui nous intéresse, en 1808, qui est donc la date de la publication du Faust, il faut dire du premier Faust de Goethe. Goethe lui-même, ayant vent un peu plus tard sur le moment, Goethe lui-même s'adresse à son éditeur lorsqu'il envisage que son texte à peine publié pourrait être traduit en français, parce que quelqu'un travaille sur une traduction. Il écrit à son éditeur: le résultat, quel qu'il soit, sera infiniment curieux, car jamais peut-être l'esprit français et l'esprit allemand n'auront été engagés en un si singulier combat. Voilà comment, en 1808 déjà, Goethe lui-même pose la dichotomie entre esprit français et esprit allemand, et l'envisage comme un combat qui va se jouer sur ce terrain qu'est son œuvre nouvellement publiée.
Alors, quelques mots peut-être avant d'avancer un petit peu dans la diachronie, pour situer les acteurs principaux de cette histoire. Les acteurs, c'est les Faust, puisque vous le savez, mais je vous le rappelle, il y a principalement deux Faust de Goethe. Le premier est publié en 1808. C'est le résultat de plus de 30 années de réflexion et de travail, puisque Goethe avait déjà publié une première version, enfin non, il ne l'avait pas publié, à vrai dire, on l'a publié postérieurement, mais il avait déjà rédigé une première version au début des années 1770, qu'on appelle Urfaust, où certaines scènes du premier Faust étaient déjà écrites. Il a encore publié un fragment en 1790, et puis après la publication du premier Faust, présenté comme une première partie et attendant sa deuxième partie, de longues années se sont écoulées pendant lesquelles on attendait cette deuxième partie, certains n'y croyaient plus, et finalement c'est peu après la mort de Goethe en 1832 que le second Faust a enfin été publié, et que donc cet ensemble a été complété, formant une totalité tout à fait colossal, c'est plus de 12 000 vers en tout, c'est-à-dire si on compare à peu près l'équivalent de 8 tragédies de Racine empilées les unes sur les autres, c'est dire que c'est une œuvre d'une ampleur extraordinaire qui pose évidemment certains problèmes d'un point de vue dramaturgique et qui n'a pas été très facilement produite à la scène. La première production complète, véritablement, remonte à quelques années seulement, c'était en 2000, ça a pris 21 heures. Donc vous voyez que c'est un objet tout à fait étonnant et qui s'est lui-même déployé sur une très longue période que ce Faust de Goethe. Alors, à partir de là, revenons-en quand même à cette date charnière, 1808, la date de la publication du premier Faust. Du point de vue de la culture et de la société européenne, on est en plein empire napoléonien. La France, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue culturel, est dans une période d'hégémonie. Et le rapport entre la culture allemande et la culture française à cette époque est très, très déséquilibré. La culture française trône majestueusement, forte d'un passé prestigieux qui remonte évidemment au grand classicisme Louis XIVien, mais qui s'est en plus renforcé de toute la tradition des encyclopédistes au XVIIIe siècle et puis de la Révolution française. Donc on a une culture bien établie. Et puis d'autre part, en Allemagne, on a une culture nationale qui est en train de se mettre en place, mais qui n'existe pas véritablement. C'est ce que dit par exemple Lessing, qui est un des premiers auteurs à avoir tenté une réécriture de Faust sur la base des récits populaires qui circulent jusque-là. Lessing, déjà dans les années 1760, écrit ceci: on devrait presque dire que l'allemand veut n'avoir aucun caractère. Nous sommes toujours d'enragés imitateurs de tout ce qui est étranger et surtout les humbles admirateurs de ces Français qu'on n'admire jamais assez. Tout ce qui nous vient de l'autre côté du Rhin nous semble beau, délicieux, charmant, divin. Nous sommes prêts à tout, sauf à avoir le moindre doute sur la supériorité de ce peuple charmant, le premier peuple de la terre, comme il aime à se nommer avec modestie, qui a maintenu tout ce qui est beau et bon et sublime et honnête. Voilà comment, dans les années 1760, Lessing posait le rapport entre la culture allemande et la culture française, une imitation de la France par l'Allemagne dont il faudrait essayer de sortir. Et puis Goethe se rappellera plus tard, lors d'une conversation avec son ami Eckermann, qui est rapportée dans la 4e édition de la traduction de Nerval, en traduction, Goethe dit à Eckermann, en 1830, en se remémorant l'impact que la culture française avait eu sur ses jeunes années, Goethe dit ceci: « De singulières idées me passent par la tête quand je pense que ce livre se fait valoir encore en une langue dans laquelle Voltaire a régné il y a 50 ans. Vous ne sauriez vous imaginer combien j'y pense, et vous ne vous faites pas l'idée de l'importance que Voltaire et ses grands contemporains avaient durant ma jeunesse, et de l'empire qu'ils exerçaient sur le monde moral. Il ne résulte pas bien clairement de ma biographie quelle influence ces hommes ont eue sur ma jeunesse, et combien il m'a coûté de me défendre contre eux, et, en me tenant sur mes propres pieds, de me remettre dans un rapport plus vrai avec la nature. » Voilà, en 1830, la façon dont Goethe pose le rapport avec cette culture française écrasante dont il a fallu pour lui se défaire, pour se mettre, dit-il, dans un rapport plus vrai
avec la nature. Alors cette notion de rapport à la nature, de vérité, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les Allemands, puisqu'on a parlé de Wagner. Je résume à grands traits la façon dont Wagner décrit lui-même ce moment de la culture allemande. Pour lui, le moment de Lessing, de Schiller et de Goethe, c'est ce qu'il appelle la Renaissance allemande. Il dit l'Allemagne n'a pas eu de Renaissance, au sens où les peuples latins l'ont eu au XVIe siècle. Il n'y a pas eu véritablement de renaissance, et, dit Wagner, c'est tant mieux. Pourquoi ? Parce que les cultures latines, et la France en particulier, se sont en quelque sorte enfermées à partir de la Renaissance dans une culture savante, une culture d'élite dictée par le haut, qui était imposée, et l'exemple évidemment de la cour de Versailles est l'exemple symptomatique de cela, une culture imposée par le haut et qui est totalement faite de conventions et d'artifices, dans la vision qu'en a Wagner. Alors que les Allemands, au début du XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle, ont la chance d'avoir une liberté pour créer leur propre culture à partir de bases qui seraient populaires, et à chercher quelque chose de vrai, quelque chose de naturel, quelque chose qui touche au cœur de l'humain, plutôt que d'avoir à respecter des conventions qui sont culturellement incontournables, comme c'est le cas en France. Alors ce discours-là, c'est un discours allemand, mais il a aussi ses répercussions en France dans les années qui nous intéressent, en particulier dans la première génération romantique française, qui a tendance véritablement à ressentir les modèles classiques comme un carcan dont il s'agit de s'affranchir. Et là, je parle de première génération romantique. Il faut peut-être préciser une chose. Quand on parle de génération romantique française, on pense à la génération 1830. 1830, c'est la querelle d'Hernani, c'est la liberté guidant le peuple de Delacroix, la symphonie fantastique de Berlioz. On voit que là, il y a un regroupement d'œuvres qui font date et qui marquent l'apogée de ce mouvement romantique français. Mais la génération romantique allemande, elle est antérieure d'à peu près un quart de siècle, puisque c'est au tout début du 19e siècle que le romantisme se déploie en Allemagne. Et c'est précisément par le biais de la culture allemande que le terme même romantique arrive en France. Le terme n'existe pas au début du 19e siècle en français, et il arrive en France par un ouvrage bien particulier qui est le De l'Allemagne de Madame de Staël. C'est elle qui emploie pour la première fois le mot romantique, et elle l'emploie dans une dichotomie tout à fait claire avec classique, une dichotomie qui oppose le Midi et le Nord, qui oppose la tradition de la mythologie antique et la tradition issue de la culture chrétienne chevaleresque issue du Moyen-Âge, qui est celle du romantisme. Et si je cite ici ce texte de Madame de Staël, c'est parce qu'il se trouve que c'est aussi par ce texte de l'Allemagne que les Français découvrent le Faust de Goethe. C'est la première traduction partielle du Faust de Goethe dans le De l'Allemagne de Madame de Staël, qui est publié une première fois en 1810, mais en cours de publication, la police de l'Empire intervient pour confisquer les livres et les détruire. Le livre ne peut pas paraître en France, il est interdit, et il est finalement publié en Angleterre et en Allemagne avant de pouvoir finalement revenir en France en 1814. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, c'est un texte qui aura une influence énorme sur non seulement les Français, mais aussi les peuples voisins. Et pour ce qui concerne le Faust de Goethe, il apparaît très clairement que non seulement la France, mais l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre découvrent pour une bonne partie du public le Faust de Goethe à travers ce qu'en dit Madame de Staël. Donc c'est sur elle que je vais commencer par m'arrêter un petit moment pour essayer de voir quelle vision elle donne de ce texte de Goethe. La réaction de Madame de Staël est partagée, je dirais, entre deux tendances qui apparaissent très clairement. C'est d'une part une grande admiration et d'autre part une sorte de stupeur face à cet élément étrange, inassimilable qu'est le Faust de Goethe pour elle. Elle a eu avec ce texte un rapport d'abord pratique, puisque on sait que certaines scènes du Faust ont été jouées en 1808, donc à peine le texte avait été publié, à Coppet, en présence de Madame de Staël et en présence d'August Schlegel, son grand ami, qui était là et qui manifestement commentait le texte de Goethe pour le public qui était présent. Et c'est dans ce cadre-là que Madame de Staël a commencé à traduire certains passages et à réfléchir à ce texte. Et c'est dans le 23e chapitre de l'Allemagne qu'elle consacre exclusivement à Faust qu'elle en donne un premier aperçu. Alors, j'avais cité Lessing, ça aussi, pardon. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu oublié d'avancer dans mon PowerPoint, mais j'y reviens. Voilà donc l'édition de 1814 de l'Allemagne de Madame de Staël.
Elle écrit « On ne saurait aller au-delà, en fait de hardiesse de pensée, et le souvenir qui reste de cet écrit tient toujours un peu du vertige. » On voit cette espèce d'impression qu'on sort d'un rêve quand on a fini de lire cela. Alors, elle a plusieurs motifs d'admiration que je ne vais pas lister. Je vais essayer de m'arrêter sur quelques éléments qui mettent en exergue des caractéristiques du regard français porté sur le Faust de Goethe. Pour ce qui concerne le personnage de Faust lui-même, elle le décrit de la façon suivante. Faust rassemble dans son caractère toutes les faiblesses de l'humanité. Désir de savoir et fatigue du travail, besoin du succès, satiété du plaisir. C'est un parfait modèle de l'être changeant et mobile dont les sentiments sont plus éphémères encore que la courte vie dont il se plaint. La vision de Faust est intéressante, mais il apparaît clairement pour Madame de Staël que, et c'est ce qu'on trouve dans la suite du texte que je viens de lire, en bas de la bulle, le diable est le héros de cette pièce. Elle attribue spontanément la première place dans cette pièce à Méphistophélès, au diable. Et c'est à lui qu'elle s'intéresse le plus, et c'est lui dont elle cherche à comprendre la nature, parce que c'est lui qui l'impressionne vraiment. Elle le décrit comme un personnage, on a ici le passage, un personnage réel et fantastique tout à la fois, qui manie une amère plaisanterie et un dédain, inspiré par le dédain, et puis en même temps, il y a une audace de gaieté qui amuse. Donc c'est un personnage qui à la fois terrifie et amuse. Et c'est ce qui lui paraît particulièrement dangereux dans ce personnage et particulièrement inquiétant. Il ne fait pas peur comme les diables cornus et rouges de la tradition. Non, c'est un diable civilisé, un diable poli, qui fait rire et qui du coup est beaucoup plus subversif, attaque de façon très profonde les sentiments. Elle écrit ceci: « S'il n'y avait dans la pièce de Faust que de la plaisanterie piquante et philosophique, on pourrait trouver dans plusieurs écrits de Voltaire un genre d'esprit analogue. Mais on sent dans cette pièce une imagination d'une toute autre nature. Ce n'est pas seulement le monde moral tel qu'il est qu'on y voit anéanti, mais c'est l'enfer qui est mis à sa place. Il y a une puissance de sorcellerie, une poésie du mauvais principe, un enivrement du mal, un égarement de la pensée qui font frissonner, rire et pleurer tout à la fois. » Vous voyez quelque chose d'assez violent que Madame de Staël ressent, et puis elle voit ce diable civilisé comme une instance qui traite par la moquerie, de niaiserie ou d'affectation, tout ce qui est sensible. Il fait litière sur une connaissance profonde de l'homme et de la société pour dénigrer tous les sentiments profonds, tous les sentiments qui sont liés à la sensibilité et à la sincérité que Faust peut éprouver et qui sont battus en brèche par Méphistophélès en permanence. Il me semble que dans cette opposition que propose Madame de Staël entre la sensibilité et l'esprit, on a de façon sous-jacente un grand clivage qui, au début du XIXe siècle, renvoie forcément à la confrontation entre Rousseau, le sensible, et Voltaire, l'esprit. Et pour Madame de Staël, qui est une grande disciple de Rousseau, il y a là certainement une véritable inquiétude de voir cet esprit froid qui met à mal la sensibilité. Elle parle d'ailleurs de l'esprit dans le 11e chapitre de l'Allemagne en faisant une caractéristique typiquement française. Et à ce titre, je signale que l'encyclopédie, déjà, dans l'article « Esprit », mentionnait que l'esprit est bien une caractéristique française. Je cite l'article « Esprit » de l'encyclopédie donc de Diderot et d'Alembert. Il donne raison au père Bouhours qui fait entendre que les Allemands ne prétendaient pas à l'esprit, parce qu'alors leurs savants ne s'occupaient guère que d'ouvrages laborieux et de pénibles recherches qui ne permettaient pas qu'on y répandît des fleurs, qu'on s'efforçât de briller, et que le bel esprit se mêlât aux savants. Vous voyez que la dichotomie entre l'allemand savant et le français bel esprit remonte déjà, en tout cas au XVIIIe siècle, et est attestée dans cette dichotomie entre l'esprit et un travail érudit et sérieux. Bref, tout cela pour dire que Madame de Staël laisse entendre assez discrètement, mais il se sera entendu, que le diable de la pièce a quelque chose de français. Et on trouvera souvent cette idée dans la réception française, surtout dans les années 20 et 30, que effectivement ce diable a quelque chose de français. J'en cite simplement une occurrence chez le baron d'Eckstein, qui écrit « Le diable de Goethe est bien trop français et trop civilisé. On voit que le poète a eu Voltaire en vue lorsqu'il en traça le tableau. »
voilà, outre ces allusions qui s'ancrent dans une culture française, il me semble que le moment où on sent le plus que Madame de Staël reçoit le Faust de Goethe comme française et à partir d'une culture française, c'est dans la difficulté qu'elle a à admettre les excès de ce texte. Elle trouve que Goethe est admirable mais qu'il va trop loin. On sent que souvent elle est embarrassée par ces excès. Alors elle les admire parfois. Elle admire par exemple l'audace qui lui fait écrire cette chanson de Marguerite, c'est mon coquin de père qui m'égorgea, c'est ma catin de mère qui me mangea, chose terrible qu'on n'entendrait jamais évidemment dans une tragédie française, mais que Madame de Staël approuve d'une certaine façon, parce qu'elle dit on peint d'ordinaire les folles comme si la folie s'arrangeait avec les convenances et donnait seulement le droit de ne pas finir les phrases commencées et de briser à propos le fil des idées. Mais ce n'est pas ainsi. Voilà, la véritable folie, celle que Goethe montre ici, c'est quelque chose qui dépasse les conventions de monstration de la folie, qui va plus loin, qui est juste, qui est vrai, et donc elle l'admire pour cela. Mais pour d'autres passages, elle estime que vraiment il va trop loin. Les dernières paroles de Valentin, au moment où il meurt et où il maudit sa sœur, lui paraissent d'une telle violence qu'elle dit non, vraiment, Goethe passe les bornes. Il écrit que des reproches plus terribles et plus déchirants, qu'il s'agit de reproches plus terribles et plus déchirants que jamais la langue policée n'en pourrait exprimer. La dignité de la tragédie, dit-elle, ne saurait permettre d'enfoncer si avant les traits de la nature dans le cœur. Donc, le problème, tel qu'elle l'exprime ici, est lié à la dignité de la tragédie. Et là, on touche à un point qui est très sensible et qui est important, c'est la question du genre. S'agit-il d'une tragédie ? Le texte allemand est appelé tragédie. Évidemment, ce que les Français ont en tête sous ce titre est complètement différent. Et Madame de Staël, sur cette question du genre, sur lequel elle vient, dans la dernière partie de son texte, écrit la chose suivante. Goethe ne s'est astreint dans cet ouvrage à aucun genre. Ce n'est ni une tragédie, ni un roman. L'auteur a voulu abjurer dans cette composition toute manière sobre de penser et d'écrire. Et elle conclut ensuite, c'est vraiment la fin de son texte, c'est le genre même de cet ouvrage qui peut encourir la censure, plus encore que la manière dont il est traité, car une telle composition doit être jugée comme un rêve. Et si le bon goût veillait toujours à la porte d'ivoire des songes, pour les obliger à prendre la forme convenue, rarement il frapperait l'imagination. La pièce de Faust, cependant, n'est certes pas un bon modèle, soit qu'elle puisse être considérée comme l'œuvre du délire de l'esprit ou de la satiété de la raison, il est à désirer que de telles productions ne se renouvellent pas. Mais quand un génie tel que celui de Goethe s'affranchit de toutes les entraves, la foule de ses pensées est si grande que de toutes parts elle dépasse et renverse les bornes de l'art. Vous voyez là une conclusion qui illustre très bien et qui ressaisit très bien cette ambivalence profonde du propos. Elle dit, oui, c'est certes beaucoup plus frappant que si c'était raisonnable, mais cependant ce n'est pas un modèle à suivre, mais quand même, dans le cas présent, c'est Goethe et son génie qui fait que finalement ça marche quand même, mais enfin, c'est pas bien. Bon, il y a vraiment ce mélange d'admiration et de réprobation qui est le fait d'un caractère inassimilable de cet excès goéthéen pour un esprit français, même tout imprégné de germanisme comme celui de Madame de Staël. Alors, ce texte de Goethe, pendant plusieurs années, va être connu à travers les résumés et les citations, les extraits cités par Madame de Staël. Il n'empêche que, même si peu de Français l'auront lu, beaucoup en parlent et il s'inscrit notamment dans toute ce courant d'époque qui tourne autour des diableries. Vous connaissez, vous avez vu autour de Frankenstein à quel point les années 1810-1820 étaient friands de ce fantastique noir, de toutes ces histoires de vampires, de créatures, de fantômes, de diables. C'était le cas plus en Angleterre et en Allemagne qu'en France, où l'esprit classique rechignait à cette débauche d'imagination. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Shelley a manifestement découvert le texte de Goethe à travers le de l'Allemagne et qu'il s'entiche de ce texte et il en traduit quelques passages tout au début des années 20, mais les passages qu'il choisit de traduire, ce sont précisément des passages que Madame de Staël a laissés de côté parce qu'il l'embarrasse. Le prologue dans le ciel, qui est une discussion entre Méphistophélès et Dieu qui parie sur Faust, qui paraissent à Madame de Staël un peu étrange, elle en parle
presque pas. Et puis la scène du Walpurgis, cette scène du sabbat absolument terrifiante que Madame de Staël, elle dit que c'est une imagination extraordinaire, mais enfin qu'elle ne comprend pas très bien ce qui se passe là-dedans. Mais c'est ces passages-là que Shelley va choisir de traduire. Donc comme quoi entre l'Angleterre et la France, la réception est tout de suite assez différente. Mais pour en revenir à la réception française, on voit que cette défiance qu'on trouve chez Madame de Staël vis-à-vis des scènes de débauche imaginative, on la retrouve chez les tout premiers traducteurs. Alors les premiers traducteurs, ils sont deux, c'est en 1823. Il y a 2 traductions qui paraissent simultanément cette année-là. Et là, je vous montre, sans le commenter, le tableau des traductions pendant, disons, le premier siècle, à partir de 1810, jusqu'en 1913. Il y en aura encore un certain nombre après. Vous voyez déjà qu'il y a un nombre très considérable de traductions françaises à partir donc de 1823, les premières vraies traductions du texte de Goethe. Et donc, les 2 premières sont dues à Albert Stapfer et au comte de Saint-Aulaire. Et là, on retrouve chez eux, surtout chez Saint-Aulaire, je commence par lui, le même type de réserve que chez Madame de Staël, mais qui s'exprime de façon un peu différente. Alors, par rapport au prologue dans le ciel que je viens d'évoquer, il le considère dans la préface comme fort étrange, et c'est surtout les passages de sorcellerie qu'il met à distance dès la préface. Il écrit... Ah non, j'ai pas cité ça, pardon. Il écrit à leur propos « Je n'essayerai pas de défendre le démon, qui, sous la forme d'un barbet, mord les jambes de Faust, ni la scène incompréhensible des sorcières, ni celle du sabbat, plus incompréhensible encore. » Vous voyez ? Il avoue son incompréhension. Et non seulement il ne les défend pas, ces passages, mais il les écarte tout simplement de sa traduction. Il estime qu'il n'a pas à les traduire puisqu'il n'y comprend rien, et il les met en note dans la traduction de Stapfer qu'il emprunte pour l'occasion. Et ces réflexions sur il les assume, il le fait de façon explicite, il ne cache pas son forfait, et il les hante sur une réflexion sur la traduction. Qu'est-ce que la traduction ? Que doit faire un traducteur, et en particulier que doit faire un traducteur lorsqu'il se trouve confronté à une œuvre dont le sens lui échappe, ou dont potentiellement le sens déborde, dont il pense qu'il pourrait y avoir plusieurs sens possibles, mais il n'arrive pas à choisir entre ces sens. Et bien dans ce cas, il se demande que doit faire un traducteur ? Doit-il faire un choix entre ces divers sens et, au hasard de ne pas rencontrer celui que l'auteur avait en vue, adopter une version claire, précise, qui ne prête plus à aucune incertitude ? Ou bien doit-il chercher, en se tenant le plus près possible de la lettre de l'original, à embrasser les diverses interprétations que le texte peut admettre, de telle sorte que le lecteur français n'aperçoive encore qu'à travers un nuage la pensée du poète allemand ? Il y a là une véritable question de traductologie. Sans doute que plus tard dans le siècle, on aurait tendance à faire la deuxième réponse, mais Saint-Aulaire opte très clairement et explicitement pour la première. Il dit non, lorsque je ne comprends pas, je ne traduis pas. Voilà, parce que surtout quand il s'agit de traduire de l'allemand au français, on doit traduire quelque chose qui soit clair et qui soit compréhensible. Et il débouche de là sur une réflexion très intéressante sur la notion de vague. Cette notion de vague qui est attachée de façon récurrente au génie germanique, et qu'en tant que traducteur en français d'une œuvre allemande, il se doit à laquelle il se doit de se frotter. Alors, il n'est pas du tout unanimement réprobateur ou unanimement laudatif par rapport à cette notion de vague, mais il montre que cette notion, si elle est directement rattachée à l'esprit allemand, a beaucoup plus de peine à être transcrite en français, où l'esprit français, lié à la langue française telle qu'on la pratique et telle qu'on la conçoit, est du côté de la précision et s'accommode assez mal de ces doubles sens et de cette souplesse, non seulement syntaxique, mais de cette même lexicale de l'allemand. Il est dans une perspective qui maintient une sorte de dualisme hérité en droite ligne de Boileau, il estime qu'il faut dissocier tout à fait la pensée et la langue. Il écrit, je cite cet extrait un petit peu, où il développe cette question du rapport entre la langue et la pensée. Tout assemblage de mots doit répondre à une perception parfaitement claire de l'esprit. Une pensée n'est pas plus ou moins claire. Si elle ne l'est pas parfaitement, ou ne peut le devenir au moyen d'une exacte analyse, elle n'est plus une pensée, et les paroles dont elle s'enveloppe ne sont que du galimatia. Ainsi, l'obligation de penser clairement tient à la nature des choses. Elle est également imposée aux poètes de tous les temps et de tous les pays. L'obligation de parler clairement est surtout imposée aux écrivains français.
Aucune excuse ne peut les en dispenser, aucune beauté ne rachèterait le reproche d'obscurité. Le génie de la langue française se refuse invinciblement à ces constructions embarrassées, à ces expressions indéterminées, au moyen desquelles plusieurs sens se laissent presser sous une même enveloppe. Enfin, si ce qui ne présente aucun sens n'est pas du langage, ce qui présente plusieurs sens n'est pas du français. D'où la conclusion logique qui s'impose, puisqu'il s'agit d'une traduction française, exit la cuisine de sorcières, exit le sabbat des sorcières, exit la nuit du Walpurgis, et toutes ces scènes qui présentent trop de double sens ou de sens trop confus, et exit aussi, de façon peut-être encore un peu plus inquiétante pour nous, le passage extraordinaire où Faust essaye de traduire la première phrase de l'évangile de Jean, logos, le mot logos, comment traduire le logos, il tente différentes traductions, ce passage d'une densité extraordinaire, il l'écarte en le qualifiant dans une note de galimatia, là aussi. Bon. Donc on voit que sa position est très tranchée, très claire, et qu'en même temps elle repose sur une conception qui n'est pas le seul à avoir, qui tient à une opposition qu'on retrouve thématisée tout au long du siècle et au-delà, entre l'esprit français et l'esprit allemand, la clarté française, etc., la précision versus le vague, le caractère sentimental de la langue allemande. Avant de conclure sur cette traduction de Saint-Aulaire et de dire deux mots de l'autre traduction contemporaine, je vais juste replacer deux éléments sur la façon dont Saint-Aulaire conçoit l'intrigue et la donne à percevoir. Le premier élément est la focalisation qu'il fait sur le personnage de Marguerite. Contrairement à Madame de Staël qui plaçait Méphisto au centre, là c'est Marguerite qui manifestement lui paraît le personnage principal le plus important parce que c'est elle qui vit véritablement un drame et c'est d'elle qu'il est question dans toute la dernière partie de la tragédie, celle où elle est véritablement sur la sellette et où finalement elle parvient en étant tombée tout au fond du gouffre, à se redresser et à se sauver à la fin de la pièce. Et donc, c'est elle qui, pour lui, est le personnage véritablement central, alors que Faust, finalement, n'est que le jouet du diable et lui apparaît comme moins intéressant. Et sur Faust, précisément, sa vision est une vision très morale. Il écrit ceci: on voit que Faust a tenté d'inutiles efforts pour comprendre des secrets de la nature plus qu'il n'a été donné à l'homme d'en savoir, et qu'il a demandé à la vie plus de jouissance qu'elle ne peut en donner. C'est la peinture et la punition de cet état doublement criminel que Goethe nous présente avec une effrayante vérité. Chacun, en descendant en lui-même, y trouvera quelques traits du tableau. Donc, vous voyez, la lecture morale, c'est vraiment une lecture qui tient à l'idée que Faust pêche doublement. Il pêche d'une part par volonté de savoir qui dépasse les limites de ce qui nous est accordé, et d'autre part par une volonté de jouissance qui dépasse également ses limites. Il faudrait pour lui trouver le juste milieu entre l'orgueil de l'esprit et ce qu'il appelle la honteuse domination des sens. Faust pêche des deux côtés pour ne pas trouver ce juste milieu et donc est puni. Et donc on est dans une lecture très axiologique où cette idée de hubris, de démesure faustienne est justement punie comme il se doit, parce que Faust, en cherchant à savoir trop et à vivre trop fort, pêche contre son statut d'être humain. Et cette dichotomie entre le savoir trop et le vivre fort est la dichotomie selon laquelle, à l'avis de Saint-Aulaire, la pièce est séparée en deux parties tout à fait distinctes. La première, c'est l'aspiration au savoir, toute la partie sur Faust et Méphisto, la partie du savant, et la deuxième, c'est l'aspiration à la jouissance, la partie Marguerite. C'est une dichotomie en deux temps aussi que propose l'autre traducteur de 1823, Albert Stapfer, mais il est intéressant de noter que cette dichotomie ne repose pas du tout sur les mêmes principes. Pour lui, je lis ici le début de son avertissement du traducteur, il est bon de prévenir que cette tragédie, on peut mieux dire ce poème dialogué, etc., se divise naturellement en deux parties fort distinctes, dont l'une est toute dramatique et l'autre toute lyrique. Donc la dichotomie que propose Stapfer n'est pas basée sur le contenu, elle est basée sur des éléments stylistiques. Il y a la partie dramatique et la partie lyrique. Et puis il écrit sur la partie dramatique quelque chose de tout à fait passionnant surtout parce que cette préface-là, il l'écrit, je ne sais pas si c'est 1823 ou 1825, je n'ai pas trouvé l'édition de 1823, mais en tout cas en 1825, celle que j'ai mise ici, c'est l'édition de 1825, il écrit en 1825 ceci. Dans la partie dramatique, le style change selon les personnages et selon les situations.
tantôt élevé jusqu'au sublime, tantôt familier jusqu'au trivial. Il passe tour à tour et souvent brusquement du sérieux au plaisant, du pathétique au bouffon. Alors pour les spécialistes ou même les connaisseurs de la période romantique, ces phrases ne peuvent pas ne pas évoquer très fortement... il est un peu... Zut. Je crois qu'il y a un problème... Bon, bref, ne peut pas ne pas évoquer très fortement la préface de Cromwell, où on retrouve presque mot pour mot ces mêmes arguments. Alors là, vous n'en voyez que le début, malheureusement, je suis désolé, mais je vais vous la citer. La préface de Cromwell de Victor Hugo, qui date donc de 1827, et où on trouve notamment la phrase suivante: « Nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas, des idées les plus élevées aux plus vulgaires. » Vous voyez que là, on retrouve presque mot à mot ce que Stapfer a écrit quelques années avant dans la préface du Faust de Goethe. Et la préface du Faust de Goethe, c'est évidemment un lieu tout désigné pour parler de ces choses-là, puisque quel texte mieux que le Faust de Goethe illustre cette liberté totale, non seulement au niveau de la versification, puisque tous les vers, à peu près, pas tous, mais enfin un nombre très important de vers différents sont pratiqués dans le texte de Goethe, et qu'il y a même une scène en prose. La variété du lexique également, vous avez vu tout à l'heure ma mère cette catin, enfin il y a des mots extrêmement vulgaires qui voisinent avec un lexique beaucoup plus soit lyrique, soit le lexique d'une haute spéculation. On alterne effectivement entre des passages extrêmement différents, on passe du haut en bas, du sublime au grotesque en permanence, et c'est vrai que la pièce de Goethe, que manifestement Hugo connaît, lorsqu'il rédige la préface de Cromwell, il parle du personnage de Faust qu'il oppose à Don Juan. Ce texte est certainement celui qui, dans les textes contemporains, illustre le mieux ce que les romantiques français cherchent à ce moment-là, à travers la libération du théâtre qui est en train de donner lieu à des débats à travers toutes les années 1820. On a aussi, un petit peu plus tard, Vigny qui reprend le même type d'argument à propos d'une traduction que lui-même a faite d'une pièce de Shakespeare. Et de fait, c'est souvent Shakespeare qui est cité comme le modèle qui permet d'assouplir la versification française, d'assouplir la dramaturgie. Shakespeare, le grand modèle de cette diversité. Et c'est vrai que Shakespeare est peut-être plus de nature, du fait de son ancienneté, du fait du prestige séculaire qu'il a acquis, à tenir tête au classicisme français. Opposer Shakespeare à Racine, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup et qui fait sens. Prendre Goethe comme contre-modèle pour l'opposer à Racine, ça présente quelques difficultés. D'une part, Goethe est là, il est vivant, il est juste à côté. Et puis d'autre part, surtout, ça serait tout de même un peu étrange d'inverser la perspective entre la France et l'Allemagne et de mettre officiellement sur le devant de la scène l'idée que la France va maintenant imiter l'Allemagne et que c'est de l'Allemagne que vient le modèle. Mais il n'empêche que quand on lit toute la façon dont le théâtre romantique cherche à trouver de nouvelles voies et à sortir des modèles classiques, on est frappé de constater à quel point le Faust de Goethe correspond à une bonne partie de ce qui est recherché par la génération romantique à ce moment-là. Et donc il me semble que la place du Faust de Goethe, et notamment à travers cette préface dont on peut supposer qu'elle a été lue par Victor Hugo et par les autres poètes de cette génération, on peut voir qu'il y a véritablement une place très très importante là du Faust dans le travail qui est en cours pour assouplir ces carcans, assouplir cette convention qui pèse effectivement à la génération romantique. Alors, quelle que soit la façon dont elle est valorisée, tout le monde, tous ceux qui parlent du Faust de Goethe se mettent d'accord sur l'idée que ce qui est le plus frappant, c'est la grande liberté, et la liberté excessive même que se permet le poète. On a vu que Madame de Staël l'admire tout en invitant à ne pas l'imiter. Saint-Aulaire, de son côté, fait le moraliste et puis élimine tous les passages qui lui paraissent trop libres. Stapfer, lui, se prononce moins, il n'entre pas directement en discussion sur la matière même, il parle plutôt de son rôle de traducteur, il est dans une position plus modeste. On sent tout de même qu'il trouve aussi qu'il parle d'excès de délire, il parle du fait que Goethe dépasse parfois les bornes communes, et il avoue que Goethe a usé et, je cite, dans maints endroits peut-être abusé du surnaturel. On voit que lui aussi est un peu embarrassé, mais il reste dans une position de traducteur modeste qui ne cherche pas à donner son avis ou à interférer sur le texte qu'il traduit.
Cette différence entre les attitudes des deux traducteurs, elle sera épinglée dans la préface de la traduction suivante, qui est celle de Nerval. Alors 5 ans plus tard, on en arrive cette fois à la première préface rédigée par le tout jeune Nerval, sous le nom de Gérard. Il n'a pas encore 20 ans quand il publie cette traduction. Il commence par comparer les deux traductions publiées avant la sienne, et il écrit ceci: des deux traductions publiées avant la mienne, l'une brillait par un style harmonieux, une expression élégante et souvent heureuse, mais peut-être son auteur, M. Saint-Aulaire, avait-il trop négligé pour ses avantages la fidélité qu'un traducteur doit à l'original. On peut même lui reprocher les suppressions nombreuses qu'il s'est permis d'y faire, car il vaut mieux, je crois, s'exposer à laisser quelques passages singuliers ou incompréhensibles que de mutiler un chef-d'œuvre. Et il poursuit: M. Stapfer a fait le contraire, tout ce qui avait un sens a été traduit, et même ce qui n'en avait pas, ou ne nous paraissait pas en avoir. Voilà comment il se place dans la succession de ces deux traducteurs. Lui-même justifie son entreprise de traduction de la façon suivante. Il se demande pourquoi une troisième traduction maintenant. Il donne 2 raisons. La première est que les deux éditions précédentes ne sont disponibles que dans des collections chères et volumineuses. Or, Nerval publie un petit volume d'un accès beaucoup plus aisé. Et d'autre part, la deuxième raison est que Faust va être représenté successivement sur tous les théâtres de Paris. Et il sera curieux sans doute, pour ceux qui en verront la représentation, de consulter en même temps le chef-d'œuvre allemand, d'autant plus que les théâtres n'emprunteront du sujet que ce qui convient à l'effet dramatique, et que la scène française ne pourrait se prêter à développer toute la philosophie de la première partie et beaucoup de passages originaux de la seconde. Donc la seconde ne parle évidemment pas encore du second Faust, mais de la partie Marguerite par rapport à la partie Faust et Méphisto. Donc voilà, visiblement Faust va être représenté sur tous les théâtres de Paris. Il faut tout de même signaler que le premier Faust donc, n'a pas encore été joué dans une version complète en Allemagne. C'est seulement en 1829 qu'il sera joué pour la première fois. Donc visiblement, les avatars de Faust sont plus nombreux sur les scènes parisiennes que sur les scènes allemandes. Ils envahissent la scène parisienne avant même d'avoir été créés. Ça sera le cas à Braunschweig l'année suivante. Alors, quels sont-ils ces Faust qui envahissent la scène parisienne? Comme on peut s'en douter, et comme Nerval le laisse entendre un peu ironiquement, effectivement on peut se douter que ces représentations ne retiendront que ce qui convient à l'effet dramatique. Il ne s'agit pas, pour les théâtres français de ces années-là, de faire voir le Faust dans son ensemble. Et quels sont ces éléments qu'ils retiennent pour les effets dramatiques? Eh bien, ce sont tout d'abord les 2 éléments qui sont liés aux 2 personnages qu'on pourrait considérer comme secondaires, mais qui prennent une place principale, à savoir Marguerite d'une part le côté sentimental, et puis Méphisto d'autre part le côté diabolique. C'est surtout des déplacements du côté soit du diabolique et de Méphisto, soit du sentimental et de Marguerite qu'on voit produire sur les scènes. Et Nerval, à ce titre, a peut-être une position singulière. Et avant de passer à ces Faust qui habitent la scène parisienne, je vais juste dire un mot de cette position de Nerval, parce qu'il semble que lui a quelque chose d'assez particulier à dire sur Faust, et que, contrairement à ses prédécesseurs traducteurs, il est peut-être le premier à placer Faust au centre de sa tragédie, si on peut dire. Lorsqu'il évoque les personnages du drame, pour mentionner le personnage de Méphisto, il cite abondamment Madame de Staël. Il cite plus de 2 pages de Madame de Staël et il considère la tâche faite. Donc il décrit Méphisto à travers Madame de Staël. Par contre, pour décrire Faust, c'est lui qui reprend les rênes et il se pose la question suivante: quelle âme généreuse n'a éprouvé quelque chose de cet état de l'esprit humain qui aspire sans cesse à des révélations divines, qui tend, pour ainsi dire, toute la longueur de sa chaîne, jusqu'au moment où la froide réalité vient désenchanter l'audace de ses illusions ou de ses espérances, et, comme la voix de l'esprit, le rejeter dans son monde de poussière. Il me semble qu'à la façon dont il présente le drame de Faust, on sent une forme d'empathie pour le personnage, dont le geste d'aller vers l'enfer pour répondre à ce rejet de l'esprit, est interprété par Nerval dans un sens très personnel. Je poursuis un peu plus bas la citation. En demandant à l'enfer des secours que le ciel lui refusait, sa première pensée fut sans doute le bonheur de ses semblables et la science universelle. Il espérait, à force de bienfaits, sanctifier les trésors du démon, et à force de science, obtenir de Dieu l'absolution de son audace.
Mais l'amour d'une jeune fille suffit pour renverser toutes ces chimères. C'est la pomme d'Éden qui, au lieu de la science et de la vie, n'offre que la jouissance d'un moment et l'éternité des supplices. Il voit, malgré ce caractère exceptionnel du personnage faustien, il y voit finalement un type qui représente les traits principaux de l'humanité, à savoir à la fois toute la grandeur et toute la force de l'humanité, mais aussi toute sa faiblesse. Vous voyez que la lecture qu'il fait des mobiles qui poussent Faust à pactiser avec le diable sont très personnelles. Rien dans la pièce n'indique que Faust a toutes ces belles idées au moment où il entre en discussion avec Méphistophélès. Mais je trouve intéressant que Nerval soit le premier à voir à la fois la force et la faiblesse de Faust. Chez Madame de Staël, on voyait surtout la faiblesse. Et on voyait surtout le personnage écrasé par le démon. Chez Saint-Aulaire, on voyait plutôt la force, mais une force qui était démesurée, qui dépassait les bornes et qui était châtiée. Et Nerval est le premier qui équilibre les choses et qui, de fait, place Faust dans cette position centrale et tendue, finalement, entre faiblesse et force, entre espoir, aspiration à quelque chose qui serait un service à l'humanité, et en même temps tentation de quelque chose qui le ferait chuter et qui le ramènerait dans la poussière. Donc, voilà, je le disais, ce n'est pas tout à fait ce Faust-là qu'élaboreront les quelques productions théâtrales de ces années-là. Alors j'en cite très rapidement, sans entrer dans les détails, quelques-unes. 1828, donc le moment où Faust est sur tous les théâtres de Paris, comme dit Nerval. On a tout d'abord le Théâtre des Nouveautés qui, en octobre 1827, a fait jouer un Faust de deux auteurs qui s'appellent Théolon et Gondolier, qui a attiré une foule considérable et qui a autorisé ce bon mot du critique du journal des débats. Faust, après avoir si longtemps cherché en vain la pierre philosophale, fera certainement de l'or au Théâtre des Nouveautés. Et effectivement, ce spectacle a beaucoup de succès. La fabulation du spectacle indique bien que la trame est lointainement inspirée de celle de Goethe, mais qu'elle est beaucoup allégée et qu'elle est beaucoup simplifiée. Et puis l'année suivante, on a un Faust de deux auteurs qui s'appellent Béraud et Merle, qui est un drame en 3 actes à grand spectacle, imité de Goethe, est-il indiqué. Il est présenté au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans une mise en scène tout à fait spectaculaire, visiblement avec des acteurs de tout premier plan. C'est Frédéric Lemaître qui joue Méphisto, et puis Marie Dorval qui joue Marguerite, donc tout pour attirer du public. Frédéric Lemaître a témoigné de la nullité de ce rôle, pour laquelle il a dû lui-même ajouter des répliques, parce que visiblement il estimait qu'il n'y avait rien à en tirer, mais le spectacle était frappant. Il y avait une mise en scène assez spectaculaire, avec la dernière scène où on voyait à la fois l'ascension de Marguerite et la damnation de Faust sur 2 parties de la scène, avec le paradis et l'enfer représentés. Visiblement c'était quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez plaisant. Et puis en 1829, on a une pièce qui est publiée qui s'appelle Faust ou les premières amours d'un métaphysicien romantique, qui transpose l'intrigue dans le cadre contemporain. La même année, on a un Méphistophélès d'un dramaturge qui s'appelle L'Aiguillon, qui est mis en répétition au théâtre de l'Odéon, mais qui ensuite est interdit par la censure, qui sera créé seulement en 1832. Et à cette occasion, le critique du journal des débats écrira « Ce n'est pas le Faust du poète, c'est un Faust français qui ressemble quelque peu à Scapin ou à tout autre valet de comédie. » Vous voyez que l'intérêt se déplace et que dans les différents commentaires qu'on a pu avoir, on voit que la pièce de Goethe est tirée du côté de la comédie ou du spectacle, du grand spectacle, plutôt que de rester du côté de la tragédie ou du drame. Néanmoins, dans les mêmes années, si le grand public se délecte de ce Faust un peu facile, qui oriente du côté de la diablerie ou du côté de l'intrigue sentimentale, voilà les enjeux d'une pièce qui sont du coup nettement atténués, certains grands tenants de cette période romantique vont en même temps s'intéresser à cette figure de Faust et lui donner une toute autre ampleur. Alors il y a Nerval évidemment que je viens de citer comme traducteur, mais la même année que la traduction de Nerval est également publiée, Jacques Berchtold l'a rappelé, une réédition de la traduction de Stapfer avec 17 lithographies d'après des dessins de Delacroix. Donc Delacroix a vu une production de Faust en Angleterre en 1825, a été fasciné par ce texte et il a immédiatement travaillé à des dessins. Alors l'image que vous avez vue là tout à l'heure sur ma première diapositive est une esquisse pour la course frénétique de Faust et de Méphisto
autour du sabbat. Et puis, je vous montre ici simplement deux de ces illustrations qui sont dans l'édition de 1828. Ici, le cabinet, la rencontre de Faust et de Méphistophélès dans le cabinet de Faust au premier acte. Et puis ensuite, la scène du sabbat avec Marguerite derrière qui apparaît, enfin l'image de Marguerite qui apparaît. Et c'est le moment où Faust repense à elle et décide de revenir la chercher dans sa prison. Vous voyez un imaginaire fortement romantique, le romantique plutôt diabolique. Il s'intéresse, pour lui, il apparaît aussi que Méphisto est la figure la plus intéressante. Il tourne beaucoup autour de ce diable qu'il peint de façon assez déroutante. Il est un peu gauche, un peu torve. C'est une représentation qui a beaucoup frappé c'est les lecteurs de cette génération. Et puis la même année, immédiatement après avoir lu la traduction de Nerval, le jeune Hector Berlioz tombe aussi complètement amoureux de ce texte et il compose 8 scènes d'après le Faust de Goethe qu'il publie sous le numéro d'opus 1, qui ne seront pas ensuite reprises telles quelles, mais qui formeront la base de ce qui sera en 1846 La Damnation de Faust, qui sera son opéra, enfin opéra, c'est pas vraiment un opéra, c'est une œuvre un peu difficile qui fera un fiasco à la scène, mais qui est une lecture extrêmement profonde et empreinte non seulement de romantisme, mais aussi d'une sorte d'empathie profonde. Et il y a vraiment chez Berlioz comme chez Nerval une façon d'investir le personnage de Faust d'une façon tout à fait profonde et singulière. Et donc cette situation, c'est celle de la fin des années 30, c'est celle qui précède finalement la publication du second Faust. Là on est toujours sur la base uniquement du premier Faust, et le second Faust va évidemment amener des éléments totalement nouveaux et changer complètement la perspective qu'on peut porter sur cette œuvre, qui est maintenant un ensemble de 2 parties. Je ne peux pas vous résumer la fabulation de ce second Faust, elle est extrêmement complexe. Elle amène Faust à créer avec Méphisto du papier-monnaie pour sauver l'empereur de la banqueroute. Ensuite il fait apparaître Hélène de Troie devant lui dans une fête, et puis il en tombe éperdument amoureux. Alors du coup il va l'enlever chez Ménélas, il vit avec elle dans un château médiéval. Ils ont un enfant, Euphorion, qui est plein de promesses mais qui se brise sur le sol en essayant de s'élever dans les airs un peu comme Icare. Et puis ensuite de dépit, Faust se met à des entreprises immenses où il assèche des immenses marécages pour en faire des terres cultivables, et il devient une sorte d'entrepreneur, de colon de terres nouvelles. Et puis finalement, après un épisode terrible où il fait brûler par Méphisto une maison où loge un modeste couple de vieillards parce que cette maison gêne sa vue depuis son palais, le souci vient l'aveugler, et puis il sent qu'il va mourir, il meurt piteusement, et tout à coup dans une dernière scène en apothéose un peu surprenante, très surprenante même, Marguerite intervient, qui vient plaider sa cause et qui permet qu'il soit finalement gracié, alors que Méphisto s'apprêtait à l'emporter, convaincu qu'il avait largement gagné son pari, et il avait de bonnes raisons de le croire. Et non, Faust est sauvé, c'est l'éternel féminin qui nous élève. Voilà la conclusion sur laquelle s'achève le second Faust, qui a dérouté profondément une bonne partie des lecteurs, et qui, à vrai dire, a été laissé de côté par la plupart de ceux qui ont continué à reprendre ce texte. En tout cas, dans la réception française, le second Faust pose un problème énorme. Déjà, le premier Faust, vous l'avez compris, était difficilement assimilable. Alors, combien, à plus forte raison, le second, avec toutes ces parties totalement hétérogènes qui sont encore beaucoup plus difficiles à ramener à un genre que celle du premier Faust. Le premier traducteur du second Faust, c'est Blaise de Bury qui traduit les 2 Faust en 1840. Lui essayera de résoudre la question du genre à partir de la notion d'épopée. Il dira, voilà, ne cherchons pas du côté du théâtre, c'est une épopée dans laquelle on retrouve finalement le génie de l'esprit qui s'exprime, et la notion de génie est la notion à partir de laquelle, dans une conception très romantique, Blaise de Bury construit la conception de cette œuvre de Faust. Pour lui, Goethe est un génie, et à ce titre, on ne peut pas l'évaluer à l'aune des critères traditionnels. Il faut, plutôt que d'essayer de comprendre tout ce qui est dit dans le second Faust, il faut être dans une attitude d'humilité,
ce génie qui était encore bridé dans le premier Faust donne sa pleine mesure et se donne libre cours dans le second Faust. Il s'agit d'essayer modestement de pénétrer les vérités profondes qui sont dévoilées à travers ce texte. On a une attitude presque mystique de la part du traducteur, qui qualifie d'ailleurs le Faust de Bible du panthéisme, et qui étaye largement son argumentation, puisque la préface de cette édition des deux Faust, donc de 1840, compte plus de 120 pages, donc il y a vraiment une réflexion pour montrer comment il faut, à son sens, recevoir le second Faust. Mais il ne convainc, semble-t-il, pas un large public, et le second Faust reste tout à fait cantonné dans une sphère de réception tout à fait limitée. Et lorsque Faust ressurgit véritablement auprès du grand public, ça sera surtout autour du Faust, je devrais dire du Faust de Gounod, en 1859. On aura tout à fait oublié, et on oubliera de plus en plus, que le second Faust ouvrait des perspectives toutes différentes. Gounod, évidemment, base son affabulation sur le premier Faust uniquement, et sur une sélection d'éléments qui rendent cette pièce beaucoup plus susceptible de plaire à la scène, d'avoir une efficacité scénique, que de fait, la pièce de Gounod atteint à un rare degré, puisque à cette date où il y a aussi une grande effervescence autour de Faust, on peut dire que si 1828 était une année Faust sur les théâtres parisiens, 1858, 30 ans après, l'est tout autant. On a au moins 5 ou 6 productions différentes qui sont pour la plupart des spectacles plutôt légers, plutôt comiques, qui reprennent cette figure de Faust. Voilà, on a un Méphistophélès au Théâtre des Variétés, un Faust au Théâtre de la Porte Saint-Martin, un faux Faust aux Folies Nouvelles, un Faust et Framboisie, drame burlesque au Délassement Comique, et puis les Bibelots du Diable au Théâtre des Variétés, tout ça la même année. Un de ces spectacles-là est particulièrement inquiétant pour Gounod et pour le directeur du théâtre lyrique où la pièce de Gounod va être créée. C'est le Faust d'Adolphe Dennery, qui est présenté comme un spectacle tout à fait, avec des décors somptueux, et qui correspond tout à fait à cette directive que dans le prologue sur le théâtre du Faust de Goethe, le directeur essaye d'imposer au poète. Le directeur dit au poète ceci: « Surtout de nos décors déployez la richesse, qu'un tableau varié dans le cadre se presse, offrez un univers aux spectateurs surpris. Pourquoi vient-on? Pour voir. On vient voir à tout prix. Sachez donc par l'effet conquérir leur estime, et vous serez pour eux un poète sublime. » Voilà ce que dit le directeur au poète dans le prologue du texte de Goethe, et qui semble être pris très au sérieux par notamment les promoteurs de ce Faust de la Porte Saint-Martin, où on voit des scènes absolument abracadabrantes. On voit notamment Faust à Herculanum devant l'éruption du Vésuve qui est en arrière-plan, et puis ensuite il est Maharaja en Inde, et puis les décors changent à chaque scène, et dans la version imprimée de la pièce, le nom du décorateur est signalé au début de chaque scène, et c'est un décorateur différent à chaque scène, donc on peut imaginer que c'était un spectacle tout à fait qui a certainement coûté beaucoup et qui a eu un succès assez considérable. Le texte n'est pas tout à fait inintéressant d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quel que soit le succès de ce Faust très spectaculaire de la Porte Saint-Martin, ce n'est rien par rapport au succès qu'aura le Faust de Gounod. Donc 1859, c'est la date de la création. Immédiatement, le spectacle a un succès énorme. On donne 57 représentations de suite. La pièce circule ensuite à travers l'Europe très très rapidement. Elle part outre-Atlantique au début des années 60. On a des productions à Philadelphie, à New York, ensuite à Mexico, à Sydney. On continue à la jouer à Paris de façon tout à fait récurrente. On en est déjà à la 1000e représentation à l'Opéra de Paris en 1894. À cette même période, le critique George Bernard Shaw dit plaisamment que pour un critique musical londonien, il faut passer 10 ans sur 12 de sa vie à écouter le Faust de Gounod. Et puis un peu plus tard, il semble qu'on surnommait le Metropolitan Opera à New York le Faust Spielhaus, par allusion évidemment au Festspielhaus. Des petites anecdotes simplement pour dire à quel point
le Faust de Gounod est vraiment l'opéra le plus joué de la deuxième moitié du 19e siècle. Il a un succès mondial et on peut comprendre que ce que j'évoquais tout à l'heure comme un point de bascule entre le Faust allemand et puis ce Faust français soit quelque chose, enfin voilà, prenne vraiment toute son ampleur à partir de cette dichotomie entre l'œuvre de Gounod et celle de Goethe, qui sont foncièrement différentes l'une de l'autre. Donc si le Faust français de Gounod est essentiellement dramatique et continue à donner lieu à des nouvelles productions qui sont le plus souvent alors d'après Gounod, des adaptations ou des parodies de la pièce de Gounod, et donc Faust continue à habiter les scènes françaises. Du côté allemand, du côté du Faust allemand, pas seulement en Allemagne mais en France aussi, c'est surtout dans la réflexion théorique que Faust se développe. On essaye de comprendre le second Faust quand même, on essaye de comprendre cet objet complexe qui nous est livré, et petit à petit s'élabore l'idée d'un mythe véritablement, qui n'a plus forcément besoin de s'incarner sur la scène dans une action concrète, mais on en vient à définir Faust comme un type. Et l'adjectif faustien se développe dans ces années-là, qui illustre le degré de maturité auquel est arrivé le mythe. On n'est plus forcément intéressé à raconter d'une autre façon l'histoire du personnage Faust, mais on a quelque chose qui se joue, qui est l'idée Faust, qui est l'idée de personnages faustiens, qui peuvent ne pas s'appeler Faust, qui peuvent ne pas avoir à courtiser une Marguerite, mais il y a là quelque chose qui se développe et qui change de coloration petit à petit. Je dirais que par rapport à la coloration dominante de la période romantique, des années 20 et 30, on n'est plus tout à fait dans cette idée d'un Faust titan, une figure prométhéenne qui cherche à dépasser ses propres frontières. Il y a là quelque chose d'un peu nouveau qui se développe dans les années 60, qui est la période du positivisme, celle où on a vraiment une croyance dans l'avenir de la science. Il y a quelque chose dans la lecture de Faust qui tient de ce positivisme, qui est l'image d'un Faust qui va pouvoir dépasser la nature, vaincre la nature en quelque sorte, de la même manière que la médecine parvient à sauver des vies que la nature condamne, de la même façon qu'on en vient avec des moyens technologiques à dépasser les limitations que la nature nous impose. De la même façon, Faust, surtout dans le second Faust, va être l'incarnation de cette volonté de dépasser la nature, cette volonté de s'imposer, de dominer, de maîtriser, de faire valoir sa puissance aussi. Et donc c'est un Faust très volontariste, teinté de volonté de puissance, teinté d'esprit positiviste, qui va petit à petit se développer. Un Faust civilisateur également. Je vous ai parlé rapidement de cet épisode où il construit un nouveau pays sur des marécages. Et il y a cette idée d'une civilisation, d'élargir les frontières du monde. Et cette image-là, elle se développe notamment et surtout en Allemagne, où il faut dire qu'il y a un changement de coloration assez perceptible dans les années 60 et surtout 70, puisque avec la montée d'abord de la Prusse de Bismarck, ensuite la guerre franco-prussienne, la victoire de l'Allemagne, et puis la fondation de l'Empire allemand, tout de même dans la galerie des glaces du palais de Versailles. C'est quand même un geste symboliquement extrêmement fort par rapport à la France. Et donc cet empire allemand, très volontariste, très nationaliste aussi, va avoir tendance à développer l'idée d'un Faust qui serait vraiment une figure allemande. Faust apparaît de plus en plus clairement dans les années 70 comme le mythe national par excellence. Et là, je vous cite la préface d'une réédition du texte de Goethe en 1870 qui identifie officiellement Faust à la mission historique de l'Allemagne. Et puis, un auteur un peu plus tard, en 1876, parlera du texte de Goethe comme de la deuxième Bible de notre nation, le saint sacrement de notre littérature nationale. Vous voyez le type de lexique qui est déployé et qui se renforcera dans ces années-là. Je cite là un extrait d'un ouvrage récent de Jacques Le Rider qui s'appelle « Faust, le vertige de la science », où il écrit, en parlant de l'Allemagne en particulier, à partir de 1871, l'omniprésence de Faust se fait obsessionnelle. Il incarne ou symbolise le héros de la réelle politique, du dynamisme germanique qui change le monde. Son immoralisme est désormais la juste attitude du surhomme qui déploie pleinement sa volonté de puissance. Vous voyez la coloration que prend Faust en Allemagne, et cette coloration, elle va se développer largement encore par étapes, par vagues, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas par hasard que juste après
Thomas Mann pourra prolonger en le retournant ce modèle d'identification de Faust à l'Allemagne dans son Docteur Faustus, qui sera l'histoire du drame et de la catastrophe de cette identification et de cette culture allemande faustienne jusqu'au bout, faustienne jusqu'à l'effondrement fatal, et portée en germe par tout ce développement. Mais là, on est du côté de l'Allemagne, et ce n'est pas cela qui nous intéressait directement ici. Qu'en est-il en France? Comment accueille-t-on en France cette réception nouvelle de Faust comme héros national du côté germanique? Alors il y a évidemment, comme pour tous les monuments de la culture allemande, un moment de rejet, et toute une frange de la population pour qui tout ce qui est allemand tombe du coup sous le coup d'un esprit revanchard, et donc on cesse de lire ou d'admirer tout ce qui est allemand. Malgré tout, il faut tout de même noter que le premier Faust est réédité peu avant la défaite contre l'Allemagne, en 1868, dans une édition un peu étrange, philologiquement douteuse, qui en fait réunit des traductions de Nerval, de Stapfer, de Saint-Aulaire en particulier, sans forcément préciser d'où elles viennent, mais ce volume est intéressant parce qu'il est publié par la librairie de la Bibliothèque nationale de France, et il est vendu à 25 centimes, en tout cas au départ, donc c'est un volume très bon marché, et il est tiré à 10 000 exemplaires lors de sa première édition. Il est très rapidement réédité, et en 1906, on en est déjà à la 13e édition, ce qui veut dire que 130 000 exemplaires du Faust 1, du premier Faust, ont été vendus depuis 1868, ce qui atteste que le lectorat est bien là encore, et malgré les tensions avec l'Allemagne, on lit le premier Faust. Et les traductions se poursuivent, on n'arrête pas de traduire Faust, et les positions qui sont manifestées à cet égard, en particulier dans les préfaces, sont généralement toujours un petit peu obligées d'entrer sur le terrain de la question politique. On ne peut pas traduire à nouveau Faust sans parler du problème de l'Allemagne tel qu'il se pose à l'heure actuelle. Une position qu'on trouve relativement souvent, c'est celle qui est illustrée par le préfacier d'une traduction qui paraît en 1873, traduction de Henri Bacharach, et le préfacier est Alexandre Dumas, fils, dont on voit qu'il cherche dans sa préface à faire la part entre une admiration pour la pièce de Goethe et en même temps une sorte d'inimitié personnelle pour l'homme Goethe, et quand même certaines tensions nationales qui ressurgissent ponctuellement. Et là je vous cite un extrait où on voit bien que le français réagit tout de même à ce que l'allemand a fait dans sa pièce. C'est le passage qui est à droite. Après avoir cité un certain nombre de griefs qu'on peut apporter contre la pièce de Goethe, il écrit qu'enfin le poète germain et protestant ne trouve notre Dieu latin bon qu'à faire un pari avec le diable au prologue de son œuvre, et à perdre ce pari au milieu. Qu'il ne voit dans notre Vierge latine qu'un personnage de dénouement, complice d'une victime de l'amour le plus sensuel, 3 fois homicide, et qu'elles arrangent ensemble, sans que Dieu y prenne part, les destinées éternelles de l'humanité. C'est ce que nous n'admettons pas, c'est ce que nous ne permettons pas. Voilà. Là, il se rebelle tout de même. Il fait allusion ici à la conclusion du second Faust, où effectivement Marguerite intervient, et où c'est avec la Mater Dolorosa, enfin la Vierge, que se décide, alors que Dieu ne revient pas. Finalement, il est absent. Dumas dit qu'il est probablement considéré comme trop vieux, qu'il a pris sa retraite, qu'il ne revient plus à la fin de la pièce. C'est donc sans Dieu que se décide la sanctification et la salvation du personnage de Faust. Ce qui choque beaucoup Dumas, qui manifestement ne goûte pas du tout au second Faust, pour des raisons qu'on peut comprendre, que peut-être on peut pondérer du fait qu'il a manifestement pris au premier degré des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû prendre pour argent comptant, que Goethe ne valorisait pas forcément tous les aspects qui choquent Dumas. Mais ce que dit Dumas, donc ça c'est la partie grief, qui se reporte aussi sur le personnage de Goethe, qu'il trouve visiblement d'un égoïsme tout à fait abominable et qu'il réprouve en tant qu'homme. Mais néanmoins, son œuvre est un chef-d'œuvre, et, dit-il, un chef-d'œuvre qui n'a qu'un tort en ce moment, car il y a 4 ans c'eût été un mérite, et ce tort c'est donc de nous venir d'Allemagne. Mais heureusement, les chefs-d'œuvre n'ont pas de patrie, ils naissent en certains endroits parce qu'il faut bien naître quelque part, après quoi ils sont de partout, ayant été conçus et exécutés pour l'humanité tout entière. La patrie d'un chef-d'œuvre est partout où on le comprend, et depuis que Delacroix et Gounod se sont inspirés en peinture et en musique de la création de Goethe, il est autant à nous qu'à l'Allemagne.
Vous voyez, à la fois une volonté de faire la part des choses, le chef-d'œuvre n'a pas de nation, l'art déborde les frontières, et en même temps, l'art, en l'occurrence, se trouve repris dans les deux camps, il appartient aux deux camps, et donc c'est cette position de quand même continuer à lire et à traduire ces œuvres allemandes, malgré les dissensions avec l'Allemagne, et une position qui est, disons, promue par plusieurs traducteurs et plusieurs préfacier des éditions de ces années-là. Mais pour terminer, je voudrais citer un dernier point qui me paraît tout à fait intéressant dans la façon dont le Faust de Goethe est utilisé dans les dernières années du siècle pour à nouveau briser un carcan, comme on a vu que c'était le cas de façon très très manifeste dans les années 1820. Et là je cite deux terrains sur lesquels la chose apparaît. Le premier, c'est le terrain du théâtre. Et là, je cite un article de Paul Adam qui est publié en 1891 dans les Entretiens politiques et littéraires, dans lequel il réfléchit à l'état du théâtre français. Au passage, il égratigne Alexandre Dumas, dont il dit qu'il produit tout au plus du journalisme badin en guise de théâtre. Et après avoir montré que le théâtre français doit se renouveler, qu'il manque de quelque chose, il cite le cas de la pièce qui pourrait faire bouger le théâtre français, et c'est, vous vous en doutez, le Faust de Goethe encore. Il dit « Le théâtre est jusqu'à présent une forme littéraire inférieure et dont rien ne subsistera. Pour le transformer en forme d'art, il importerait de substituer à la recherche des émotions particulières ou directes le souci de l'impression esthétique que produit sur le spectateur l'effet d'une grande généralisation. Les Faust de Goethe marquent exactement comment l'œuvre peut passer du mode émotif particulier au mode émotif général. » Je n'essaye pas de vous expliquer pourquoi et comment, il le détaille dans cet article, mais on voit que le Faust ici est ressorti comme outil, 60 ans après les premiers moments, pour essayer de subvertir les conventions dans lesquelles le théâtre français se trouve enfermé dans ces années. Et puis, c'est aussi ce qui se joue en même temps du côté de la versification. Et on a une traduction tout à fait passionnante qui est publiée en 1893 par François Sabatier, enfin post-mortem à vrai dire, et semble-t-il, elle a été terminée en 1881, elle est publiée en 1893, et c'est une traduction qui, comme vous le voyez ici, cherche à coller aux règles de la métrique allemande, c'est-à-dire à transposer dans le vers français la métrique accentuelle allemande. Dans la préface, quelques propos du traducteur sont cités. Il dit par exemple « Nous passons pour le peuple le plus révolutionnaire de la terre, et nous sommes au contraire celui qui a le plus de peine à secouer le joug suranné. » Vous voyez qu'on retrouve cette idée du joug de la tradition, parce que ce joug est très clairement ici les règles de versification imposées par Malherbe, par Boileau, et auxquelles on s'en tient malgré des tentatives. Il cite Victor Hugo, il dit non, il n'a pas réussi à briser ce joug. Et donc lui, ce qu'il essaye de faire dans sa traduction, c'est de régénérer en quelque sorte le vers et de ne pas transposer le vers allemand dans un vers français qui est beaucoup plus rigide, mais de transformer le vers français, d'en faire quelque chose qu'il n'est pas historiquement, mais qu'il peut être, parce qu'on peut produire des vers accentuels finalement, et c'est ce qu'il cherche à prouver. Et il me semble que c'est tout à fait intéressant de voir que entre 1881, la date à laquelle le texte de la traduction de Sabatier a été achevée, et 1893, la date où il est publié, il y a en 1886 ce moment crucial de l'histoire de la poésie française que Mallarmé a baptisé crise de vers, la rupture du vers métrique. Et il est très clair que dans toutes ces années, on est à la recherche de nouveaux modèles, on est à la recherche de modèles qui permettraient de redynamiser le vers français, de le sortir de la routine de ce qu'il est devenu à travers la tradition. Et précisément, l'idée d'emprunter aux métriques accentuelles, de l'allemand par exemple, mais aussi du russe. Il y a un recueil de poésie qui s'appelle Neva, qui est publié en 1890 par un poète genevois, Louis Dumur, qui cherche à emprunter à la versification russe son principe d'accentuation. Et donc il y a toute une série de tentatives qui sont faites, dans laquelle s'inscrit la traduction de Sabatier, qui a du coup eu un certain succès et a été apprécié à l'époque pour cela. Et donc vous voyez qu'à nouveau, le Faust, 60 ans après la génération romantique, sert à nouveau à déboulonner des statues, à assouplir des carcans, et que de nouveau cette pièce sert à trouver d'autres voies. Donc
C'était sur ce point que je voulais conclure en terminant en nous demandant quelle sera la postérité de ce Faust. Est-ce qu'il sera plutôt du côté du Faust nazi, tel qu'on peut le voir dans le roman Méphisto de Klaus Mann, ou alors du côté de ce que la très célèbre Castafiore immortalise dans cette ère dont vous savez tous qu'il est issu du passage sans doute le plus sentimental de l'opéra de Gounod. Faust d'un côté, Faust le redoutable Faust avec tous les dangers qu'il porte en lui, Faust le délicat d'un autre côté. Cette dichotomie fort heureusement est dépassée et on ne cesse de renouveler le propos à partir de ce mythe qui continue aujourd'hui à susciter des nouvelles lectures, des nouvelles interprétations et je ne sais pas s'il y a encore de nouvelles traductions à l'heure actuelle, mais le XXe siècle en a encore proposé toute une série pour allonger la liste de celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce texte, manifestement, n'a pas cessé d'avoir des choses à nous raconter. Voilà, je vous remercie de votre attention.